Hey, je suis Matt de Matt sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, nous allons voir l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy, mais également l'actualité autour du site. Comme d'habitude, si ce type de contenu te plaît, je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Pour BN3, aucune grosse activité ces derniers jours. Néanmoins, SpaceX devrait commencer l'assemblage du réservoir d'oxygène liquide très prochainement. Il est possible que SN16 passe sur une phase de démantèlement très prochainement pour laisser de la place à l'intérieur du high bay. Néanmoins, une section pour BN3 a été aperçue. Elle dispose de support pour l'installation des grid fins, où elle est en gris, et il est à noter que l'espacement présent entre ces dernières est conçu pour que les bras des tours de lancement, vous savez, puissent rattraper le booster, une fonctionnalité qui a déjà été abordée plusieurs fois dans ce type de format. Du côté de BN2, le réservoir test a effectué un premier essai de pressurisation à l'azote. L'objectif était de pressuriser l'azote liquide tel que les ergols le seront lors d'un vol. Et aucune fuite n'a été détectée, on regarde les images. Néanmoins, un nouvel essai est attendu cette semaine et on verra peut-être un essai de pressurisation jusqu'à éclatement pour savoir la pression maximale que peut supporter les réservoirs de Super Heavy. D'ailleurs, des fermetures de la route et de la plage sont prévues le 15, 16 et 17 juin entre 19h00 et 3h du matin. En ce qui concerne les prototypes de Starship, il n'y a pas eu beaucoup d'activité de ce côté. Nous avons seulement vu l'assemblage de la section de poussée de SN20. En effet, une équipe a placé une section par-dessus le dôme de poussée. Nous attendons toujours l'assemblage de SN20 dans le mid-bay. Nous sommes d'accord, cette semaine n'a pas été très mouvementée du côté de la fabrication, néanmoins nous avons eu deux livraisons plutôt drôles. Le Raptor SN72, nommé Philosoraptor, a été livré, ainsi que le Raptor SN74, qui porte lui le nom Plaid Mode, en référence à la nouvelle édition de la Tesla Model S. Bref, deux moteurs de la série SN70+, ont été livrés. En parlant de moteurs, selon des sources anonymes de Booster Buddies, SpaceX aurait racheté le terrain d'un gun shop au Texas, pas très loin de Boca Chica, pour implanter des installations dans le cadre d'essais et de réparation des Raptors pour Starship et Super Heavy. Depuis un moment, nous savons que l'étape la plus longue est celle des tests moteurs après fabrication. Donc avec l'arrivée d'un nouveau site, le rythme d'essai des moteurs pourrait augmenter significativement, ce qui pourrait permettre à SpaceX d'atteindre ses objectifs avec ses véhicules. Un vol orbital de SN20 via BN3 prévu le 9 juillet 2021. C'est une question assez particulière. Alors en effet, cette question fait le tour des réseaux sociaux. Gwyneth Shotwell a fait une apparition lors d'un webinar pour une université, et en regardant l'arrière-plan, nous voyons un écran affichant un décompte, avec une mention Starship Orbital Launch, sauf qu'en obtenant l'image, on comprend clairement qu'on nous parle non pas d'une cible de lancement, mais une cible de livraison pour la totalité des moteurs. On parle des moteurs de SN20 et de BN3, bien entendu. Sauf que nous savons également que cette vidéo a été tournée début juin, vers le 1er juin. Ainsi, la totalité des moteurs devrait arriver d'ici la semaine prochaine. Donc oui, nous n'avons pas de date fixe pour le vol de SN20, mais avec les nombreux travaux et essais à faire, un vol en août serait plus réaliste. Grâce à cette image, nous savons ainsi que le 1er juin, les 9 Raptors centraux du booster ainsi que les 2 moteurs Steelverse de SN20 étaient sur le site de production de Boca Chica. Désormais, dans cette partie, nous allons aborder les différents chantiers de Boca Chica. Tout d'abord, côté de la ferme d'ergols, une coque cryogénique qui est désormais une citerne d'eau a été apportée sur les fermes d'ergols du pad orbital A. À quelques mètres, la tour de lancement prend de la hauteur. En effet, Frankencrane, avec ses nouvelles extensions, a pu placer le segment 4. A noter que le segment 6 est terminé. D'ailleurs, cette tour devrait être composée de 7 ou 8 segments. Par ailleurs, une livraison plutôt mystérieuse a eu lieu la semaine dernière. En effet, cet élément qui ressemble à un treuil est arrivé à Boca Chica. Maintenant, est-ce que ce treuil sera destiné à la grue placée sur la tour de lancement pour mettre Starship sur Super Heavy, ou peut-être ce treuil peut être destiné au bras de récupération sur la tour? On aura normalement une réponse d'ici plusieurs semaines. Le 11 juin, Elon Musk a annoncé que les missions Starlink passeront de la Falcon 9 au Starship, mais aucune date n'avait été donnée à ce moment-là. Néanmoins, le 14 juin, le PDG a déclaré sur Twitter que les lancements du Starship et la Super Heavy s'effectueront sur le long terme à Cap Canaveral dès que les véhicules seront passés par une phase de lancement réussie. En outre, dès que les essais à Boca Chica seront concluants et que les véhicules seront 100% opérationnels, les lancements depuis Cap Canaveral seront possibles. En tout cas, il est fort probable que la toute première mission du Starship soit une mission Starlink. Et je parle ici de la première mission et non du premier vol orbital.
En parlant de Starlink, comme vous le savez, Starlink a des points positifs comme des points négatifs. Ces derniers mois, de nombreux astronomes se plaignent de la luminosité des satellites Starlink. Nous avons souvent ces images nous montrant ici des anciens satellites sans VisorSat. Et aujourd'hui, le professeur Pat Seider de l'Université du Michigan a dévoilé ses recherches. Nous observons que les nouveaux satellites composés du dispositif VisorSat, qui est une sorte de visière, déployée depuis juin 2020, permet de réduire drastiquement la luminosité des satellites. Sur les anciens satellites, on avait une brillance de surface de 4,99 mag arc seconde carré, alors que les satellites composés de VisorSat, donc aujourd'hui, ont une brillance de 6,78 mag. Ainsi, les nouveaux Starlink sont 4 fois moins lumineux que les premières séries. Néanmoins, l'objectif de SpaceX était mag 7 voire plus pour que les satellites soient totalement invisibles à l'œil nu. En réalité, les Starlinks de nouvelle génération sont presque invisibles pour l'œil humain après quelques orbites. Mais comme nous le savons, SpaceX essaye d'écouter les astronomes et se bat pour réduire la luminosité de ces satellites. Donc normalement, un nouveau dispositif devrait arriver permettant de rendre les satellites invisibles à 100% pour l'œil humain, mais aussi l'objectif sera certainement de réduire la luminosité au maximum pour ne pas déranger les astronomes avec leurs gros télescopes. Car en effet, les télescopes amateurs n'ont plus de problème avec les satellites de dernière génération. Souvent, lorsqu'on parle des satellites et de constellations, on tape toujours sur SpaceX avec Starlink. Néanmoins, SpaceX n'est pas la seule entreprise à développer une constellation de satellites. On retrouve des startups, des gouvernements ou des entreprises telles que OneWeb. Ainsi, la même étude montre que les satellites OneWeb seraient moins lumineux que les Starlinks. On nous parle d'une brillance de surface médiane de 7,85 mag arc seconde carré, ce qui les rend presque invisibles pour nous. Cette faible luminosité est due à leur petite taille, mais également à leur haute altitude. En effet, la première couche OneWeb est en cours de déploiement autour de 1200 km d'altitude, ce qui réduit leur visibilité pour nous humains. Par contre, leur haute altitude est un énorme problème pour les astronomes et surtout pour l'observation. En raison de leur haute altitude, ils sont visibles beaucoup plus longtemps la nuit, contrairement aux Starlinks. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les satellites OneWeb arriveront très prochainement à basse et à moyenne altitude, normalement d'ici quelques mois, et on observera peut-être les mêmes problèmes qu'avec les Starlinks. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, Facebook. Les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Matt sur Mars. Allez, bye!